Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière. On va sortir parfois un petit peu du cadre de la santé pour mieux y revenir par la suite. Mais les termes que nous allons aborder aujourd'hui vont faire se conjuguer l'écologie, l'éco-anxiété et la médecine préventive. Et puis aussi ce qui peut correspondre selon les milieux plus ou moins sensibilisés à la chose, à une notion d'élitement général que certains guettent parfois avec excitation en appelant ça un effondrement, chose avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord, enfin que je ne partage pas, mais qui a fait largement partie de mon cheminement ces dernières années et qui explique largement pourquoi j'ai un tel tropisme maintenant pour la médecine préventive et notamment pour tout ce qui est dans le domaine de la médecine peut améliorer l'état de santé d'un individu sans utiliser des médicaments ou bien des processus techniques. Alors encore une fois, je me répète, mais il faut le préciser à chaque fois, je suis absolument pour les médicaments, la chirurgie, les lasers, les scintigraphies, toutes ces choses-là. Mais j'ai conscience aussi que cette médecine ultra technique qui est fantastique est aussi très largement utilisée à des fins de traitement de façon trop tardive, je dirais, et que dans de très nombreux cas, il me semble être beaucoup plus intéressant de travailler à faire en sorte que les gens ne tombent pas malades, plutôt qu'à les soigner de façon très dispendieuse. Même si, bien entendu, je trouve que la notion qu'on puisse faire une chirurgie avec un robot assisté d'une intelligence artificielle, franchement extraordinaire. Et je suis à fond pour. Je suis à fond pour les médocs, je suis à fond pour la chimiothérapie, les antibiothérapies, quand c'est nécessaire. Ce qui me choque évidemment dans la pratique médicale moderne, c'est cet énorme angle mort, qui est de plus en plus considéré par de très nombreux médecins, il faut bien le dire, qui est celui de la prévention, et notamment mon deux gros piliers qui sont la nutrition et la réhabilitation physique. À côté de cela, on parle ensemble de l'art aussi de ne pas manger et de ne pas bouger, on va dire de l'art de ne pas manger avec le jeûne et l'art de ne pas bouger avec la méditation. Mais essentiellement, ce sont ces deux gros piliers, c'est ce que l'on ingère ou pas, et la façon dont on bouge ou pas. Qui, à mon sens, et au sens de la science moderne, participe très longuement, très profondément à la détermination de l'état de santé d'un individu. Alors évidemment, je reprécise encore une fois, c'est pas de la magie, c'est de la science. Dans la plupart des cas, ça marche, et puis assez souvent aussi, ça marche moins bien que prévu, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui jouent et qui font que à aucun moment on ne parle ici de magie, mais on parle de science médicale et d'art médical. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est pas vraiment aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment faire des trucs, comment faire des machins ou comment mon expérience pourrait éventuellement vous aider au quotidien. J'avais plutôt envie de vous partager avec vous une forme de cheminement qui peut-être aussi finalement pourra résonner et puis faire bouger quelque chose dans votre cerveau et vous apporter quelque chose, un mieux, ou bien tout simplement un espace supplémentaire de réflexion. Ce avec quoi j'ai envie de parler, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est donc d'écologie, de cette espèce de grand délitement dans lequel nous sommes en train de rentrer pour des raisons diverses et variées qui dépassent ce qui m'avait inquiété initialement il y a plusieurs années. Mais je voulais partager avec vous ce cheminement pour vous faire comprendre pourquoi souvent dans des vidéos avant j'ai pu dire qu'avec ce qui va nous arriver il valait mieux être un petit peu préparé. Pourquoi dans des petits trucs que j'ai pu, des billets que j'ai pu écrire à droite à gauche, je parle aussi de cette notion-là. Et pourquoi aussi je casse à ce point-là les pieds des gens que j'aime et qui m'aiment, avec ces notions-là quasiment à jet continu depuis un certain temps. Parce que ce sont des raisons qui ont très largement conditionné ce que je suis en train de devenir professionnellement, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des gros efforts
du côté de la médecine préventive. Et donc, après cette introduction un peu comasse, un peu longue, quel était le cheminement en fait? Il y a quelques années, il y a à peu près 6-7 ans, j'ai commencé à faire des missions en santé publique internationale qui touchaient au changement climatique. Et pour moi, il y a 6-7 ans, le changement climatique, c'était faire chaud en été. Bon, dans certains pays, ça va être quand même casse-pied, mais chez nous en Europe, on aura un petit peu plus chaud. On mettra un peu plus de crème solaire, on mettra les chapeaux, et puis on passera au travers. Et puis j'ai commencé à bosser sur le sujet parce que j'avais un intérêt pour la chose quand même, j'étais curieux, c'était nouveau. Et j'ai commencé à lire la littérature professionnelle qui traite de ce sujet, qui est très limitée, qui était très limitée dans le monde de la santé à cette époque-là, ça commence à venir. Et j'ai dû commencer à me former parce que en bossant notamment pour une grosse mission que j'ai faite il y a plusieurs années pour la Banque asiatique de développement, un truc très sérieux, hein, où il fallait mettre en place des propositions d'investissement pour adapter les systèmes de santé du Vietnam, du Laos et du Cambodge à la problématique du changement climatique dans les prochaines années. Eh bien, j'ai commencé à lire des rapports du GIEC, des documents divers et variés scientifiques sur l'impact probable du changement climatique sur la santé humaine en fonction des différents pays. Et à côté de cela, j'ai étendu le champ de la recherche en allant sur YouTube, où j'ai commencé à tomber sur un grand nombre de conférences avec un certain nombre de noms que certains d'entre vous vont évidemment connaître. Donc je suis tombé sur la chaîne Thinkerview, qui est bien connue maintenant, enfin qu'il était déjà quand je suis tombé dessus, hein, mais c'était il y a 6-7 ans, un truc comme ça. Et chez Thinkerview, je suis tombé sur un certain nombre de mecs intéressants comme Biwix qui travaille sur les low-tech. Il y avait Jean Covici, les premières fois que j'en entendais parler. Il y avait aussi Servigne, je dirais, prophète de l'effondrement, même si évidemment cette personne est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est sa figure médiatique. Et donc je suis allé regarder du côté de la collapsologie par extension. Et donc j'ai fait ça pendant 2-3 mois, hein, où j'ai creusé là-dedans. J'ai découvert un monde évidemment complètement nouveau, hein, donc évidemment en mettant toutes ces choses ensemble, j'ai pu me rendre compte que il y avait déjà quand même pas mal de documentation à cette époque-là pour pouvoir nous signifier que il y avait un souci fondamental dans la façon dont nous conduisions nos affaires humaines, avec des premiers rapports qui dataient quand même des années 70, hein, le Club de Rome, très ancien, qui dans l'ensemble pointait vers le fait que nous étions plus ou moins en train d'arriver sur des limites et que ça allait poser de très sérieux problèmes. Alors je ne vous cacherai pas que pendant à peu près 6 semaines, j'ai quasiment perdu le sommeil parce que l'information de façon assez brutale là, que j'ai acquise, qui n'était pas nécessairement, je dirais, juste ou complètement filtrée, qui dans certains cas est critiquable, comme absolument tout. Mais quand même, c'était un petit peu se prendre une espèce d'énorme locomotive dans la gueule. Notamment quand je regardais ma fille, qui à l'époque avait 7-8 ans, et je me disais que bon, très bien, vu les dynamiques qui étaient présentées, ma génération allait connaître l'impact bien réel du changement climatique et puis de la cohorte d'emmerdements environnementaux plus ou moins graves et plus ou moins catastrophiques. Plus les problèmes politiques, économiques. Mais quand je regardais ma fille, je me disais c'est marrant parce que elle, c'est le monde dans lequel vraiment elle va grandir, quoi. C'est-à-dire qu'elle va avoir une forme de conscience très accrue de ce genre de choses. Et pendant 6 semaines, j'ai quasiment pas pioncé. Le temps que l'information se décante. Et surtout le temps que, et ça fait un peu un lien avec la précédente vidéo sur l'anxiété, le temps que je comprenne qu'il y avait des choses à faire. C'est-à-dire que, pour reprendre cette notion-là, c'est que face à l'anxiété, il y a une seule forme de réponse, de façon essentielle. Évidemment, vous allez trouver de plein de façons différentes, par le biais, je ne sais pas, de la relaxation, du sport, de la méditation, et que sais-je encore. Mais in fine, face à l'anxiété, il y a une seule réponse, c'est l'action. C'est-à-dire qu'on doit se mettre en mouvement. L'anxiété est un appel au mouvement.
L'organisme nous signifie un état d'anxiété pour qu'on se mette en mouvement, pour que l'on sorte d'un état de peur, de sidération, d'inhibition face à quelque chose qui nous terrifie. Et la seule façon de lutter contre ça de façon efficace, en dehors des psychotropes chimiques, qu'ils soient légaux ou illégaux, la seule vraie bonne façon, c'est de se mettre en marche et d'avancer. Et moi, en tant que médecin qui en parallèle redécouvrait de la science médicale dont j'ignorais l'existence, autour donc, des effets du jeûne, de la nutrition, de la méditation, de l'exercice physique sur la santé, j'ai commencé à se voir dessiner devant moi bien une forme de mission. Alors attention, hein, mission christique et tout, pour sauver l'humanité. Non, mais une mission en tant que médecin, à ce moment-là, de médecin santé publique, qui commençait vraiment à avoir envie de revenir sur le terrain clinique, c'est-à-dire de la pratique indirecte avec des patients. Et cette compréhension que dans 5 ans, 15 ans, 25 ans, j'en sais absolument rien, les moyens techniques dont nous disposons encore pour soigner la majeure partie de la population, française et européenne, hein, on ne parle pas des populations des pays pauvres, évidemment, parce qu'eux n'y ont jamais eu accès, mais que pour la population générale, l'accès universel, quasiment universel à la médecine de haute volée, pouvait être compromis. Et je pense que c'est une réalité qui se dessine depuis de nombreuses années avec l'instauration d'une médecine à deux vitesses, hein, puisqu'évidemment ces notions-là n'apparaissent pas du jour au lendemain. C'est un petit peu l'erreur de penser qu'il peut y avoir un choc brutal et puis tout à coup tout s'effondre, alors que nous sommes tout simplement en train de nous habituer au fait que les choses se délitent en ce moment. Face à ça, face à ce qui est mon scénario moyen, je dirais qu'il est une forme d'archipélisation de la société, c'est-à-dire avec des îlots de richesse et puis autour des océans de pauvreté, il me semblait qu'il y avait une forte probabilité, on n'est jamais sûr de rien, mais une forte probabilité que l'accès à la santé de bonne qualité, à la médecine thérapeutique, curative, ne soit plus nécessairement garanti à l'ensemble de la population. Que donc probablement mettre en marche des systèmes, des structures, des chaînes d'information. C'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne de vulgarisation en santé autour de la nutrition, etc. Ces choses-là pourraient être absolument indispensables, faire partie de la solution, même si ce n'est pas toute la solution, hein, évidemment, mais faire partie de la solution, car finalement, ne pas tomber malade dans ce monde-là semble être une bonne idée. Ou au moins retarder le moment où l'on tombera malade, mais faire en sorte de ne pas se retrouver avec des maladies évitables à l'échelle individuelle, à l'échelle de la population. Cela semble être une idée de bien bonne facture, car peut-être évidemment que c'est une exagération, le temps nous le dira, mais depuis de très nombreuses années, moi j'ai cette impression-là, qu'un monde dans lequel je ne peux pas vraiment dire que j'ai grandi dans ce monde-là, hein. Moi je suis né en 1976, mes premiers souvenirs, je dirais, politiques, économiques, datent des débuts des années 80. C'est la fermeture des mines, de la sidérurgie dans le nord-est de la France, c'est le chômage, c'est la crainte générale du chômage, c'est quand même beaucoup d'emmerdements, donc pas du tout les 30 glorieuses, mais quand même dans les années 90, au début des années 2000, ça allait quand même pas si mal que ça. Attendez, je regarde derrière, je crois qu'il doit y avoir il y a du bruit dans les fourrés là-bas, probablement un chevreuil. Et il y avait ça, quoi. Il y avait quand même une impression d'abondance, de choses qui grossissent beaucoup, qui grandit, de continuation du rêve de consommation, du rêve matérialiste, quoi. On était quand même pas mal dedans. Et puis, depuis de nombreuses années, j'ai l'impression que ce rêve-là est quand même en train de s'étioler, qu'il est déjà plus du tout accessible à une grosse partie de la population. Là, je suis en train de m'installer comme médecin dans le Lot-et-Garonne, dans un désert médical. Et pour beaucoup de gens ici, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'absence de médecins depuis de nombreuses années, parce que le nombre de médecins, l'installation des médecins était mal gérée. Ça veut dire, toujours dans le monde de la médecine, qu'accéder à un spécialiste devient excessivement compliqué. C'est des CHU. Moi, j'ai été formé à Bordeaux. Ce sont des confrères et consoeurs qui souffrent au CHU et qui ont du mal à recruter au CHU. C'est
un système général de santé qui semble être au moins très fatigué, qu'il était déjà avant la crise du Covid. Et puis maintenant, cette crise du Covid qui est arrivée, qui a davantage fragilisé le milieu professionnel, les médicaux, les paramédicaux. Et puis on se retrouve donc là dans une situation qui paraît complexe. Puis là, avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de lire des recommandations du gouvernement fédéral suisse. Donc c'est un truc qui n'est pas du tout farfelu sur comment gérer le risque de pénurie électrique en février et en mars 2023, parce qu'ils semblent penser que c'est le moment où le risque a le plus de chances de se constituer. Et donc ils donnent une liste, une checklist pour les familles sur les choses à avoir. Alors c'est que du bon sens, c'est une radio, des bougies, de la bouffe, de quoi réchauffer la nourriture et de cuisiner avec du gaz parce que le tout électrique pourrait poser problème. Mais j'étais étonné quand même de voir que en France on a évidemment une tendance naturelle à considérer les Français comme des grands enfants, donc on traite toujours ce genre de risque avec, je sais pas, beaucoup de distance. Enfin, on semble qu'il soit nécessaire de materner les gens. Moi je trouve ça beaucoup plus angoissant en fait quand on a l'appréhension d'un risque et qu'on vous dit non mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Alors qu'on voit qu'il y a un problème et peut-être que ça vaudra la peine d'en parler. Bon, mais sachez qu'en Suisse, depuis le mois de septembre dernier, c'est-à-dire avant la guerre en Ukraine, ils parlent de ce genre de problème de pénurie d'électricité. Et évidemment, la crise d'approvisionnement du gaz en Europe n'améliore pas la situation. Et pourquoi j'en arrive à là? Parce que... Alors, je ne suis pas le gouvernement suisse, je suis un médecin du sud-ouest de la France. Et c'est tout. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un gros souci là. Hier, on a fait 5 mm d'eau. Première pluie depuis 7 ou 8 semaines, un truc comme ça. Ici, dans le sud-ouest, on a eu très chaud, il a fait très sec, mais je sais que quel que soit l'endroit d'où vous me regardez en France, ça a été pareil chez vous. On a vécu un truc qui est quand même pas banal. Mais le truc, c'est que ça va devenir banal, quoi. Si vous me regardez depuis le Maghreb, les endroits comme ça, vous avez déjà l'habitude de ce genre de problématique, mais ça ne s'est pas arrangé chez vous non plus. Il se passe quand même des choses qui sont maintenant extrêmement tangibles. Et on a quand même crise économique et sociale qui est maintenant rejointe par une crise écologique. Mais le problème, c'est que là, on peut gueuler sur Macron ou le futur président ou la future présidente pour essayer de négocier une différence de traitement, mais le truc c'est qu'avec la vague climatique, il n'y a personne avec qui négocier pour les 20 prochaines années. C'est que avec ce qu'on appelle l'inertie et la dérive climatique, les 20 prochaines années sont déjà fixées dans le marbre. On ne sait pas le lire ce marbre-là, mais on sait que globalement ça va s'aggraver. Et évidemment chez moi c'est quelque chose qui génère de l'anxiété. Mais à côté de cela, je me dis bon mais ok. Eh bien on reprend les choses à la base, là où elles sont. C'est-à-dire que face à une anxiété, on se met en action. Et cette action, à l'échelle individuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte d'accepter la réalité. Accepter que ce monde-là qu'on a connu, avec lequel on a grandi, est en train de nous quitter. À quelle vitesse, j'en ai absolument aucune forme d'idée. Par contre, je trouve que quand même ça devient bien tangible là quand même. Vous entendez quand je marche là, ça craque de partout. On est mi-août et comme dans beaucoup de forêts de bois de France, je marche sur des feuilles mortes. Comme si nous étions en automne parce que les arbres ont perdu la moitié de leur feuillage ici. Parce qu'il faisait trop chaud, il n'y avait pas assez d'eau. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer qui est absolument réel. Alors je sais, oui, il fait chaud. Il a fait chaud en 76, il a fait sec en 76, mais il ne faisait pas aussi chaud, il n'a pas fait aussi sec. Et puis, de toute évidence, c'est amené à continuer. Et face à cette notion d'éco-anxiété, parce que le fil conducteur un petit peu en ce moment, donc vous l'avez compris, c'est de traiter de l'anxiété. Face à ça, il y a l'action. L'action pour nous, pour soi, à l'échelle individuelle, à l'échelle du groupe. Et je ne peux vraiment m'empêcher de penser qu'en tant que médecin, j'ai vraiment une forme de responsabilité, parce que j'ai été médecin de santé publique, à travailler le plus possible. Et je pense que dans les prochaines années, cela se pourra
se formaliser de façon professionnelle, mais travailler le plus possible à faire en sorte que nous autres, Français, francophones, pour les gens qui m'écoutent ici, mais je sais qu'il y a plein d'autres médecins qui s'occupent de ce genre de choses aussi, fassions extrêmement attention à nos modes de santé, à nos modes de vie, et que nous soyons certains de ne pas nous choper un diabète, de contrôler notre tension artérielle, de diminuer notre risque de développer un cancer, une démence, une maladie digestive, un problème immunitaire, de l'arthrose invalidante. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on peut très largement éviter, ou bien si on les a déjà développées, sont des choses que l'on peut déjà, que l'on peut en grande partie atténuer. Je pense qu'il y a une urgence, il y a vraiment une urgence en fait, à dire les choses de façon très très claire. L'été de 2022 est un été qu'on va regretter en 2032. Bien sûr, il n'y a pas de certitude absolue, mais globalement, ce qui nous arrive là en ce moment était dans les courbes du GIEC depuis de très nombreuses années. Hein. Il n'y a pas de grande surprise. Si, il y a une surprise, c'est que ça va un tout petit peu plus vite que prévu, et c'est plus intense que prévu. Mais il n'y a pas de bonne surprise là-dedans. Donc il faut accepter ce monde qui nous a fait grandir, est d'une façon ou d'une autre en train de disparaître. Il est urgent de nous adapter au suivant. Et il y a là une nouvelle absolument incroyable, c'est que l'ensemble des choses que nous avons à faire pour améliorer notre état de santé correspond très largement à ce que nous devons faire pour faire en sorte que cette dérive climatique, ce réchauffement climatique, cette destruction systématique de notre espace de vie puisse se ralentir, s'atténuer, voire disparaître. Ça veut dire arrêter de bouffer de la viande industrielle, ça veut dire bouger ses fesses, prendre le vélo, marcher quand on le peut, ça veut dire voir du monde, resserrer les liens sociaux, ça veut dire avoir un mode de vie plus simple, plus sobre. Et ce qui est absolument fascinant là-dedans, c'est que l'on voit que globalement, cela correspond et comme une logique, il y a une, pas dire qu'il y a une causation entre les deux, mais il y a quand même un parallèle assez surprenant de voir que ce qui est bon pour nous est bon d'une façon générale pour la vie sur cette planète. C'est-à-dire que le modèle de l'être humain qui se comporte comme un ogre face à son environnement, qui bouffe tout et détruit tout, non seulement détruit cet environnement-là, détruit la sphère vivante, mais nous détruit aussi, nous rend malheureux, nous rend anxieux, tristes, égoïstes, frustrés, et que finalement, là-dedans, il y a sans doute une très très bonne nouvelle, c'est que ce monde qui a perdu très largement son équilibre n'est plus du tout soutenable. Et il me semble là-dedans que c'est vraiment une excellente nouvelle. Moi, en tout cas, je voulais vous partager cela avec vous. Mon bâton de petit pèlerin médical va être celui-ci, toujours. La prévention des maladies chroniques. Ce sera mon petit couloir dans ce qui semble être une nécessité absolue de renouveau de la société humaine, et dans laquelle la course permanente à la frustration et à la consommation ne risque pas de nous apporter beaucoup de solutions. Je suis émerveillé par le fait qu'il y ait quand même cette concordance entre une forme de sobriété à l'échelle humaine et le gain que cela peut représenter pour notre propre santé, pour la santé générale de la sphère vivante, des écosystèmes dont nous dépendons et dont nous faisons partie. Il est temps vraiment de construire. Je sais qu'il y a plein de gens qui parlent de ça depuis 50 ans. Moi, je les ai toujours considérés jusque-là comme des babos et des imbéciles rêveurs. Dans une large mesure, un grand nombre d'entre eux avaient quand même vu et perçu quelque chose que moi, je n'avais ni vu ni perçu. Il y a du travail à faire à ce niveau-là. J'espère que je garderai la flamme le plus longtemps possible et que je pourrai apporter ma pierre. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Regardez le monde autour de vous. Vous avez la possibilité entre deux choses, soit vous lamenter parce qu'il est en train de nous quitter, soit de vous réjouir parce que la venue d'un nouveau monde
est devant nous. Qu'il soit bon ou mauvais, ce nouveau monde, cela va très largement dépendre de notre action. Donc si vous êtes anxieux, un petit peu comme moi, mettez-vous en mouvement. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt.